au-delà justement des aides financières et même matérielles qu'on envoie aux proches, parents, amis et connaissances au pays, la diaspora congolaise, depuis plusieurs décennies à travers le monde, participe-t-elle réellement au développement du pays dans plusieurs domaines? La question mérite bien d'être posée. Avec Patrick Kassali, nous en parlons. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est le matin. Vous êtes coordonnateur adjoint de la dynamique appelée DJPC. La dynamique des jeunes pour le Congo, voilà, qui est coordonnée par M. John Bongi. Voilà. Beaucoup des Congolais ont été envoyés par le pays à travers la coopération, bourse et autres. Ils sont allés étudier, d'autres sont revenus, les uns sont restés là-bas, et d'autres sont partis par leurs propres efforts, les Bananjili, les Banamassina et tant d'autres. Ils sont arrivés quand même dans toutes ces capitales occidentales et ailleurs. Au-delà des aides qu'on envoie, est-ce que la diaspora participe-t-elle au développement de ce pays? Oui, c'est là justement le débat, parce que il y a nos frères, nos sœurs qui sont partis, certains par des bourses octroyées par l'État congolais ou par d'autres pays. Il y en a qui sont partis par les efforts personnels, donc de la famille. Ce qui est vrai, c'est que d'une manière ou d'une autre, la diaspora congolaise participe, non pas au développement du pays, mais participe de manière ponctuelle pour aider les familles en cas de maladie, cas de problème ou d'études. Mais notre souci, à nous personnellement, c'est de voir cette diaspora participer de manière active au développement du Congo. Comment? Ça, il y a un problème. Comment? Parce que le fait de se retrouver dans des pays où la technologie est avancée, il y en a qui sont allés étudier. Nous avons des éminents professeurs, des médecins, des juristes qui font partie de cette diaspora-là. Les voir évoluer au Congo et faire avancer les choses au Congo serait une bonne chose. Mais seulement, le problème se pose au niveau de la définition de la diaspora et au niveau de l'identification de la diaspora. Justement, oui. Je dois également, vous le savez autant que moi, que dans cette diaspora, il y a cassure, il y a justement un mur de séparation entre les soi-disant intellectuels, on peut dire les lettrés, oui, les têtes grises, et la diaspora, tout le monde, ainsi, vraiment un mur de séparation. Oui. Ils ne se rencontrent pas pour réfléchir sur l'avenir du pays. Non, c'est justement là le problème, parce qu'il y a une catégorisation de la diaspora. Et moi, j'ai quand même la chance de discuter de temps en temps avec la diaspora congolaise, toutes catégories confondues, et il y en a qui se plaignent du fait que les autorités congolaises ne recourent pas à eux. Pourquoi? Parce qu'on a d'une manière fiché ou catégorisé la diaspora comme étant un mouvement des violents. Certes, il y a une diaspora comme celle-là. Celle-là, elle est vraiment irresponsable. Parce que si nous voulons parler de la diaspora, personnellement, je me déplacerai pour parler de la diaspora responsable. Et cette diaspora-là réclame le fait que l'accent est mis d'une manière particulière sur cette diaspora irresponsable et violente. Et que les professeurs d'université... Est-ce que le mot irresponsable, violent, c'est pas un peu fort? Vous ne pouvez pas parler de fils prodigues, vous ne pouvez pas parler des gens peut-être qui ont une vision des choses. Vous savez, M. Fabien, il y a des moments où il faut qu'on assume nos propos. Pourquoi je dis ceci? Il y a des gens qui, d'eux-mêmes, ils se frustrent. Ils se frustrent. Ce n'est pas qu'ils ont été frustrés, mais ils se frustrent d'eux-mêmes. Par rapport à quoi? Ils se victimisent. Par rapport au fait qu'ils ne réussissent pas. Quelqu'un qui fait un pas, qui n'évolue pas et qui accuse les autres. Cette personne-là, vous me parlerez d'un fils prodigue? Non. Il y a des gens, certes, parce que quand je parle de la diaspora responsable, ça veut dire cette diaspora qui sait même, lorsqu'elle suivra cette émission, qui pourra même comprendre la pertinence de ma réflexion. Mais il y a une diaspora qui n'est même pas prête à comprendre la pertinence de notre réflexion. C'est ça le problème, justement. Une diaspora qui, pour elle, tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui est congolais, tout ce qui est pouvoir au Congo est mauvais. Et en ce moment-là, moi je me dis, démocratie oblige, nous avons la liberté du choix. Nous devons comprendre que vous avez votre choix, vous avez votre liberté de choisir, les autres en ont aussi. C'est en cela qu'on parle de la responsabilité. Je vais évoluer dans le sens de la diaspora. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu le travail d'une équipe, d'un groupe de gens
comme le fameux, le très célèbre Terminator, mais justement, ancien conseiller du maréchal, qui a pu endoctriner une bonne frange de la jeunesse de la diaspora congolaise. Je dirais que c'est son problème à lui, son travail à lui, mais aussi, il y a un problème, il faut qu'on se le dise, il y a un déficit communicationnel avec nous. Parce que cette diaspora, pour qu'elle en arrive là, elle a été intoxiquée, ça ne s'est pas fait en une journée. C'est un travail qui a été fait, c'est tout un processus qui aujourd'hui a accouché de ce qu'il a accouché. Et pendant ce temps, que faisions-nous, nous autres? C'est ça justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi personnellement, je pense qu'il faudrait qu'au niveau des autorités, qu'on essaie de prendre langue avec la diaspora responsable, celle qui sait comprendre la pertinence même des réalités du Congo. Parce qu'il y a des réalités, j'ai parlé d'un problème communicationnel, d'une difficulté de communication, et cela fait en sorte que ces gens ont été intoxiqués. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce qui se passe au Congo. Très bien, alors vous parlez d'une diaspora responsable. Oui. Aujourd'hui, en fait, comment déceler ou distinguer la diaspora responsable de celle opportuniste? Non, mais ce qui est vrai, c'est que la diaspora est vraiment organisée. Elle est organisée. Si vous allez par exemple en Belgique ou en France, vous verrez qu'il y a une corporation des médecins congolais, il y a une corporation des ingénieurs, des professeurs. Aujourd'hui, à moins que je me trompe, on m'a laissé entendre que les médecins congolais, ils sont les mieux cotés en Afrique du Sud, par exemple. Voilà, nous avons un hôpital de standing international, l'hôpital du cinquantenaire, qui a été inauguré par le chef de l'État. Et voilà. Combien de Congolais de la diaspora, ceux-là qui ont la technologie de pointe dans le domaine médical, y travaillent? Ça, c'est un problème. Personnellement, je pense qu'il aurait fallu qu'on puisse ouvrir une porte à cette diaspora-là, dire par exemple à nos médecins qui se retrouvent aux États-Unis, en Afrique du Sud, peut-être pas qu'ils viennent s'installer au Congo, parce qu'il y a des gens qui ont la difficulté de revenir s'installer au Congo, mais au moins que ces gens-là deviennent des consultants chez nous, dans leur pays. Voilà, à tous les niveaux. Oui. Alors, comment arriver à nous comporter comme la diaspora ouest-africaine ou des pays ouest-africains qui font beaucoup, qui sont très dynamiques pour leur nation d'origine. Comment arriver justement à quitter ce stade de la violence, ce stade des hommes ou d'une jeunesse trop politisée, un peu prête à tout rejeter en bloc? Non, mais tout passe par la prise de conscience. J'ai vu un citoyen congolais, M. Assoumani, pour ne pas le citer, construire un hôtel à Bukavu. C'est quelqu'un qui a habité la Belgique, il est de la diaspora, mais il a pris conscience. Il s'est dit, mon pays c'est le Congo, je dois travailler pour le Congo, je dois investir au Congo. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent, il y a des flats qui pillulent la capitale, des jeunes de la diaspora. Justement, le problème c'est la prise de conscience. Maintenant, la question qu'on se pose, qui peut prendre conscience? Justement, il faut avoir de la jugeote. Il faut aussi s'imprégner des valeurs démocratiques. Ça veut dire des valeurs de tolérance, des valeurs de liberté qu'on reconnaît à tout le monde et à soi-même de faire son choix. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens aujourd'hui, même si le Congo devenait un paradis, ils ne se retrouveront jamais. Même leur musique ne se retrouvera plus jamais. Parce que c'est dépassé, parce qu'on n'a pas ce niveau-là. Justement, il y a des gens qui se sont retrouvés en politique simplement parce que, voilà, ils ont besoin peut-être de se faire un nom. Ils ont de la haine ou ils n'apprécient pas telle ou telle autre personne. Voilà, pour le contrecarrer, pour lui faire du mal. Moi, je me retrouvais dans la politique, je parlerai beaucoup, mais en réalité, à cette personne-là, demander seulement les principes de démocratie, ils ne le connaissent pas. C'est ça, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui sont réfléchis, qui sont intelligents et qui ont même des frustrations, je dis bien des frustrations légitimes. Là, il faut le reconnaître aussi. Il ne faut pas dire que tout ce que la diaspora dit est faux. Non, il y en a qui sont frustrés et qui ont des frustrations légitimes. Mais il y en a d'autres qui, pour eux, ils sont les meilleurs. Ce qu'ils disent est la vérité, parole d'évangile, et ils ne négocient pas. Ces genres de personnes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier pour eux. Ah, voilà. Ouais. On va continuer la réflexion. Patrick Kassali. Merci. Votre dynamique nous inspire beaucoup de choses. On en a parlé dans les couloirs, mais on pourra continuer. Mais c'est extrêmement important, la réflexion. Oui. Je vous remercie pour ce matin.
Très bon boulot. Merci surtout Parce à que vous. vous travaillez, il ne faut pas l'oublier. Nous allons aborder les dessous des cartes dans quelques instants. L'Est de la RDC en 20 ans, les Congolais pleurent. 8 millions de morts. Jean-Marie Kassamba, dessous des cartes, c'est dans quelques instants.